Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est un épisode où je suis accompagné de Marius. Salut Marius. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler avec Marius de catégorie de poids et de water cut avec le petit accent. On va vous expliquer un petit peu tout ça, mais juste avant de commencer, j'aimerais que Marius tu te présentes assez rapidement pour que les personnes puissent savoir un petit peu qui tu es. Et bah, du coup, Marius, j'ai 32 ans. Euh, je suis préparateur physique et sport scientist aussi au Stade Toulousain à côté ici, hein, parce que je suis arrivé à Toulouse maintenant. Et, euh, et du coup, j'entraîne majoritairement dans les sports de force, donc force athlétique, haltérophilie, même si je fais aussi d'autres petites choses à côté, par exemple du triathlon, ce genre de choses. Mais on va dire que l'essentiel de ce que je fais, c'est quand même majoritairement des sports de force. Ok, Et puis bon, après, avant ça, j'ai fait pas mal de trucs, un petit peu d'ingénierie, quelques années à l'armée, etc. Donc j'ai cumulé quelques expériences différentes. ouais, c'est intéressant. Et du coup, bah aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va parler principalement sport de force, vu que on va parler notamment en catégorie de poids. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi est-ce que les sports de force, mais aussi les sports de combat, ça en plus c'est quelque chose que je connais pas mal, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a des catégories de poids en fait dans ces forces, dans ces sports-là, je vais y arriver. Alors, s'il y a des catégories de poids, c'est essentiellement parce que en fait, c'est des disciplines qui sont euh, sur lesquelles on va évaluer la force physique d'un athlète. Ok, Et cette force, en fait, elle est extrêmement corrélée avec la quantité de masse musculaire. ouais, Et donc forcément, bah, plus on a de quantité de masse musculaire, plus on est potentiellement lourd sur la balance. Et c'est pour ça que c'est régi par des catégories de poids. Sinon, on ne pourrait pas comparer un athlète de 60 kilos avec un autre qui en fait 130. Ce serait juste pas réalisable. hmm, Enfin, pas réaliste. ok. Et du coup, justement, vu qu'il y a, bah, au final, c'est un petit peu le ratio poids-force, on pourrait dire, qui rentre en jeu. Qui est, je pense, bien connu par un petit peu les athlètes justement des domaines, surtout des sports de force. Justement, quand un athlète, par exemple, veut, on va dire, aller dans un des sports-là, se lancer dedans, et notamment en compétition, comment est-ce que il sait cet athlète-là dans quelle catégorie de poids il doit aller? Bah ça va dépendre un petit peu de l'ancienneté de l'athlète Ok, dans sa discipline. Souvent, au départ, l'athlète il va se retrouver dans la catégorie de poids dans laquelle il se trouve à l'instant T, en fait, sans forcément chercher à changer de poids. ok, On prend le poids là et on peut l'inscrire une compétition en allant concourir avec le poids qu'il a à l'heure actuelle. Souvent, au départ, c'est ce qu'on va faire déjà pour limiter les différentes contraintes qu'il peut avoir, parce que déjà, la première compétition, c'est une certaine source de stress. Donc, on va éviter d'en rajouter en plus avec d'autres problématiques. Et par la suite, on va essayer d'optimiser souvent l'athlète dans sa catégorie, d'accord, dans la catégorie dans laquelle il se retrouve. Je te prends un exemple tout bête. En force athlétique, un athlète qui fait 77 kilos, par exemple, euh, donc il se retrouve à peu près pile poil entre deux catégories, mais il va rester dans la catégorie moins de 83, parce qu'en dessous, ce serait en moins de 74. Donc il va rester en moins de 83. Et au fur et à mesure, on va essayer déjà d'optimiser, de l'amener vers un poids qui se retrouve entre 82 et 83 kg pour maximiser son potentiel de force dans sa catégorie. ok, Et d'ac- peut-être que par la suite, il aura intérêt, lui, à changer de catégorie pour X ou Y raison. Euh, Souvent parce que bah, si c'est un athlète qui n'a pas fait trop de sport de force avant, souvent il a un potentiel d'hypertrophie assez grand et il va pouvoir prendre du poids assez vite. ok, Donc si c'est un mec, par exemple, qui fait 1m80, 85, 77 kg, bon, ça reste assez léger. Mais chez un athlète qui a 17-18 ans, c'est pas rare de tomber sur ce type de gabarit. Par contre, au fur et à mesure du temps, bah, peut-être qu'il aura plutôt intérêt à passer dans la catégorie moins de 93 et à prendre un petit peu plus de masse musculaire, mais ça se fait sur le plus long terme. d'accord. Justement, les catégories de poids. Au niveau de la tranche, c'est-à-dire le minimum de poids qu'il faut faire pour être dans la catégorie, et le maximum, c'est à peu près combien de kilos qu'il y a dans chaque catégorie? Alors,
environ une dizaine de kilos. C'est pas toujours les mêmes bons. Ok. Par exemple, tu vois, on peut passer de euh, 66 à 74, donc tu vas trouver 8 kilos de marge, Ouais. comme tu peux passer de 105 à 120, où tu vas trouver 15 kilos de marge. Ouais. Donc, c'est aussi proportionnel au gabarit, parce que prendre 8 kilos pour quelqu'un qui en fait 66, c'est aussi difficile que d'en prendre 15 pour quelqu'un qui fait 105. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une histoire de proportionnalité, d'échelle, etc., quoi. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Est-ce que ces catégories de poids, justement, enfin, par exemple, là, tu nous donnais l'exemple de 105 à 120, tu vois. Est-ce que on retrouve, on va dire, les mêmes tranches de poids dans tous les sports de force et de combat, c'est-à-dire boxe et force athlétique, c'est la même chose ou c'est des catégories différentes? Alors non, c'est différent. Alors les catégories dans les sports de combat, je les connais pas extrêmement bien. En revanche, en sport de force, déjà, il y a des différences. Ok, Euh, donc, dans mon cas, parce que je concours aussi en haltéro et en force, j'ai déjà pas la même catégorie de poids dans les deux. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart, j'ai que 1 kilo d'écart, mais il y a quand même une certaine gestion à avoir. d'accord. Donc, tu vois, par exemple, en force, moi, je suis en moins de 74, en haltéro, je suis en moins de 73. Ouais, Et plus on va monter encore, et plus tu vas tomber sur des différences qui peuvent être grandes. Donc, par exemple, la catégorie maximale en haltéro, c'est 109. Enfin, au-delà, en fait, de 109, il n'y a plus de limite. Et en d'accord. force, c'est 120. Ok, Donc, tu peux avoir 11 kilos d'écart, tu vois, entre les deux. ouais, Donc, un haltérophile à 109, il aurait presque intérêt à redescendre en 105 en force, à condition qu'il concourt dans les deux. C'est assez rare, hein. Dans tous les cas, c'est assez rare d'avoir des gens qui concourent dans plusieurs sports différents avec des catégories de poids différentes. ok. C'est intéressant. Justement, un peu pour rebondir encore une fois sur ces histoires de catégories de poids, quand un athlète justement veut se préparer à une compétition, donc il est dans une, tu disais par exemple tout à l'heure, il était à, t'avais pris l'exemple, c'était 83 kilos si je me trompe pas. Imaginons l'athlète, voilà, il commence, il a 83 kilos. Ce qu'on fait pour le préparer à une compétition, c'est est-ce que pendant le hors-saison, c'est-à-dire pendant sa préparation, etc., on le laisse à la catégorie qu'il a actuellement, mais on sait qu'il sera dans la catégorie, par exemple, d'en dessous pour la compétition? Ou est-ce que c'est, on va dire, pendant la préparation qu'on le met déjà dans la catégorie d'en dessous, donc on diminue son poids et on l'entraîne à cette catégorie-là? Encore une fois, ça va être une question d'expérience de l'athlète. Euh, donc, pour reprendre les exemples qu'on a pris tout à l'heure, un athlète qui a peu d'expérience, on va éviter de l'embêter trop tôt avec ce genre de problématique. Ok, Donc, pour revenir à celui qui était en 83, si on peut le maintenir à 82, 82,5, 83, ce sera très bien. Par contre, un athlète qui a un petit peu plus d'expérience et chez qui on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de degré d'optimisation, on va dire, on va pouvoir, enfin lui, il va pouvoir s'entraîner avec un poids de corps un petit peu supérieur. Donc, si toujours pareil, il est sur du 83, il peut monter à 84, 85 kilos dans ces eaux-là. ok, Après, au-delà, ça devient compliqué à gérer, mais tout dépend en fait de la, la distance en termes de temps avec la prochaine compétition qui peut avoir. Donc, plus on est loin de la compétition, plus on peut se permettre de monter haut. Alors, en gardant une certaine raison, parce que forcément, pour concourir en 83, on ne va pas monter à 100 kilos, quoi, ce serait absurde. oui, Mais monter parfois à 88, 9 kilos, ce ne serait pas si aberrant que ça si on est à 6 mois de la compétition. d'accord, Donc, il y aura, par contre, là, ce sera pas une cutwater qu'il faudra faire. Elle sera à faire, mais plus tard. Mais on va chercher une perte de gras, tout simplement, euh, plutôt dans la saison pour essayer de se rapprocher, malgré tout, de la catégorie de poids. Une cutwater, ça peut permettre de finaliser euh, une petite partie. En général, on tourne sur 1,5% du poids à peu près. Mais au-delà de ça, il faudra s'y prendre à l'avance pour pouvoir perdre du poids par les méthodes classiques, le déficit calorique, etc. Enfin, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est des choses que tu maîtrises. ok, ça marche. Bah justement, vu que tu as commencé un peu à aborder déficit calorique, etc., c'est quoi les principales choses, bon là tu as déjà abordé, mais les principaux facteurs qui vont vraiment
nous permettent d'ajuster le poids de l'athlète justement pour qu'il soit prêt pour la compétition? Sur la partie lointaine de la compétition ou plutôt Ouais, relativement. ouais, c'est-à-dire, c'est par exemple d'une façon un peu chronologique, c'est-à-dire quand il est déjà très loin de la compétition et jusqu'à ce qu'il soit en compétition, tu vois. Alors, bah ça, c'est pareil, ça va toujours dépendre un petit peu de l'athlète, de sa, euh, de sa mentalité vis-à-vis de ce genre de problématique. Ok. Moi, j'aurais tendance à essayer d'aller le plus tôt possible à avoir un poids de corps qui soit relativement proche, alors un petit peu au-dessus de la catégorie, mais relativement proche. Euh, du coup, j'essaierais plutôt de faire des déficits caloriques assez loin de la compétition. Ok. Pour moi, je trouve que en dessous en dessous de 4 à 6 semaines, il ne faut plus être en déficit calorique. C'est plus le moment. Par contre, pour ajuster les quelques petites dernières centaines de grammes, on va dire, Hmm. euh, de poids de corps, là, par contre, ça se règle en général la dernière semaine. D'accord. Et justement, quand tu dis que le déficit, il est pas trop adapté 4-6 semaines avant, c'est vraiment d'un point de vue énergie pendant les entraînements, etc. Que tu dis ça? Ouais, ouais, essentiellement parce que tout simplement, on va retrouver. C'est les périodes où en fait on va retrouver où on se doit d'être le plus performant possible. Ouais. On n'a plus trop le droit à l'erreur. Même si bon, c'est délicat de parler de droit à l'erreur parce que ça reste un sport. Mais euh, en fait, si, si on est en déficit calorique, on va se retrouver avec de l'énergie manquante. Hmm. Et du coup, l'entraînement, il ne pourra pas être aussi productif que ce qu'on voudrait. Ouais. Et proche de la compétition, ce qu'on va chercher à faire, c'est lever des barres qui sont lourdes. Parce que bah, le jour de la compétition, c'est ça qu'on va nous demander. Et là, on n'est plus à faire des ajustements ou des autorégulations ou des choses comme ça. Là, on va vraiment chercher la performance. Et du coup, bah, en déficit calorique, c'est pas trop compatible avec une recherche de performance. D'accord. Et est-ce que généralement dans ton approche, toi, tu restes assez simple, c'est-à-dire avant la compétition, quand il n'y a plus de déficit, est-ce que tu restes assez simple dans l'approche, c'est-à-dire, on va dire, entre guillemets, en maintenance calorique, tout simplement? Ou est-ce que tu fais vraiment des variations entre les journées, c'est-à-dire pendant les entraînements, les jours d'entraînement, tu mets un petit surplus, et les jours où ils s'entraînent pas, un petit déficit, de façon à ce que ça soit une maintenance au final, mais qu'il y ait des variations selon les jours, ou pas? Moi, je m'adapte clairement à la façon de faire de l'athlète, à Ok, ses préférences. ouais. Parce que l'essentiel, c'est que sur sa semaine, ou du moins sur une période de temps, ils sont en maintenance. Hmm. Le reste, en fait, on s'en fout un petit peu. Donc, au final, le choix de la méthode, ça va être plus en fonction de ses préférences à lui. Je sais que pour ma part, je préfère avoir quelque chose de lissé, Ouais, mais, euh, mais c'est pas forcément. Enfin, après, lissé parce que je m'entraîne tous les jours, donc c'est forcément, je suis toujours oui, c'est en jour sûr. off. Ouais. Mais s'il y a des jours exceptionnellement où je ne m'entraîne pas, je peux très bien réduire, comme ne pas réduire, ça va dépendre de plein de paramètres. Et c'est plus une question de préférence. Il n'y a pas enfin, il y aura forcément un petit impact physiologique, mais il est tellement minime et négligeable que l'adhésion de la personne sera bien plus importante. Ouais, c'est sûr, enfin, ça reste carrément minime par rapport à l'adhésion qui est super importante pour la performance, le long terme, donc oui, ça Ouais, c'est... clairement. Et justement, pour rebondir, donc là on a parlé pas mal de déficit calorique, qui est quelque chose où il faut s'y prendre plutôt à l'avance, bien faire les choses structurées. Et du coup, tout à l'heure, tu avais parlé de la Cutwater, justement. Euh... Petit accent et tout. Et du coup, je pense que les gens, quand ils ont entendu ça, je pense que si, on va dire, tu as un minimum de connaissances en anglais, tu te doutes de ce que c'est. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail déjà ce que ça représente, ce terme? Alors, la, la cutwater, du coup, bah, comme la traduction l'indique, on va chercher à couper l'eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va chercher en fait à éliminer l'eau corporelle pour pouvoir gagner du poids sur la balance. Tout simplement bah, parce que voilà, un litre d'eau, c'est environ 1 kilo. Donc, au final, plus on va pouvoir perdre d'eau avant la compétition, avant la pesée, Hmm. et plus on aura un poids qui sera faible sur la balance. Alors,
c'est toujours pareil. Il y a, il y a toujours certaines mesures à avoir. Je sais que dans les sports de combat, en général, les cuts sont assez drastiques, assez sévères. Mhm. Et les mecs peuvent perdre vraiment plusieurs kilos euh, pendant, euh, pendant cette période-là. En sport de force, souvent, on est un petit peu plus conservateur quand même, tout D'accord. simplement parce qu'on s'est aperçu que si on va trop loin dans cette cut, les performances ne sont plus au rendez-vous. Ouais. Donc, ce serait contre-productif. Après, en sport de combat, c'est un petit peu différent parce qu'on n'est pas que sur de la force ou de la puissance. Il y a aussi toutes les qualités techniques, etc., qui, euh, qui sont prises en compte, l'aspect stratégique et autres, qu'on retrouve beaucoup moins dans les sports de force, même s'il est encore présent. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'on réalise bien une cutwater, justement, en règle générale? Alors là, il y a des principes scientifiques qui sont assez clairs là-dessus. Après, la réponse de chaque individu, elle va être différente. Ouais. Alors, pas forcément du simple au double, mais on va toujours avoir des petites différences. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un protocole donc, qui soit valide scientifiquement, mais de le tester. Euh, c'est pas la semaine avant la première compétition qu'on se dit, vas-y, je teste. Ou alors, on peut se permettre ça si on sait qu'on est très largement euh, facile pour rentrer dans sa catégorie, voire Ouais, je qu'on vois. y est déjà. Hmm. Ça c'est tout à fait possible. Je sais que la première que j'ai tentée, c'était pour de l'haltéro. Je devais être en 73 kilos et j'ai commencé mon protocole de cut. J'étais déjà à 73. Ok. Donc après, tout ce que j'avais en dessous, c'était gagné. Mais je savais que dans tous les cas, je serais dans ma catégorie. D'accord. Mais les réponses sont assez individuelles. Je dis, on tourne aux alentours de 1,5% du poids de corps, mais en fonction des gens, en fonction de leurs habitudes alimentaires, en fonction de leur mode de vie, etc., bah, il peut y avoir des réponses un petit peu différentes. Et du coup, bah, forcément, faut pouvoir le quantifier à l'avance pour le vérifier, quoi. Ok. Et justement, ça se fait, parce que là, tu parles souvent de une semaine avant la compétition. Généralement, ce protocole-là, il dure qu'une seule semaine ou ça peut durer un peu plus longtemps? Ça se passe comment? Alors, de ce que j'ai pu trouver dans la littérature, c'est toujours aux alentours d'une semaine, plus ou moins 1 ou 2 jours, hein, mais c'est globalement ce type de délai qu'on a. D'accord? Après, tu vois, bah, par exemple, dans mon cas, où j'ai deux sports différents avec des catégories de poids différentes, Ouais. pour moi, c'est plus facile de rentrer dans une catégorie de poids en force, puisque c'est à 74 qu'en haltéro, qui est à 73. Hmm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un protocole que je réutilise systématiquement, mais du coup, je vais faire plusieurs tests sur des durées différentes. D'accord. Et du coup, après, j'ai fait mon petit système de calcul qui me donne la corrélation ou non en fonction de la durée pour pouvoir, entre guillemets, prédire la perte de poids sur la balance en fonction du nombre de jours. Ouais, je vois. Ok. Ouais, donc Et c'est du vraiment coup, une histoire de voilà, préparation, quoi. plus le protocole va être long, plus il peut potentiellement te faire descendre. Mais toujours pareil, c'est jusqu'à un certain point. Tu vas pas faire un protocole de cut de 3 mois. Ça aurait aucun sens. C'est sûr. Je prends des chiffres absurdes pour faire comprendre, mais voilà, déjà 15 jours, ça me semble beaucoup trop, à moins que peut-être qu'un athlète de très grosse catégorie ait des intérêts à le faire. Je sais pas. Je suis jamais tombé sur des athlètes qui ont vraiment des gabarits hors normes. Et dans la littérature, on en retrouve assez peu, Hmm. voire pas du tout. Donc j'ai pas trop de résultats sur ce genre de choses. Et peut-être que ce que je dis là est complètement absurde et que finalement ça marche partout pareil. Ok. Mais ouais, après, de toute façon, comme tu le dis, c'est la minorité. Donc, par exemple, les personnes qui écoutent le podcast, là, je pense pas que ce soit dans les grandes catégories, tu vois. Enfin, après, c'est pas là où il y a la majorité des gens. Non, non, je pense pas. Je pense pas. De toute façon, les catégories les plus représentées, on les connaît un petit peu. En général, c'est aux alentours de 80-90 kilos. Euh, chez les hommes, c'est à peu près ça qu'on retrouve. Chez les femmes, c'est entre, euh, entre 55, 65, 70 kilos. On retrouve l'essentiel de la population compétitive. Après, quand on part sur du haut niveau, c'est encore différent. Parce que de toute façon, il y a des histoires de sélection, etc. Mais si on s'intéresse, par exemple, au, au panel de pratiquants de toute la fédération, que ce soit de force ou d'haltéro en Hmm. France, je suis persuadé qu'on retrouverait
les catégories les plus représentées, ce seraient celles que je viens de citer là. Ok, ça marche. Et justement, là maintenant, tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour réaliser une cutwater d'un point de vue temporel, etc. Et d'un point de vue vraiment, on va dire, les principales choses à mettre en place pour que ce phénomène se passe, comment est-ce qu'il faut, on va dire, agir pour justement perdre cette eau? Alors, le, la méthode initiale, même si ça peut paraître très contre-intuitif, c'est d'augmenter progressivement sa consommation d'eau. Ça peut paraître super contre-intuitif, mais alors je vais le vulgariser à mort, mais concrètement, on va habituer son corps à avoir beaucoup d'apports d'eau et du coup à l'éliminer beaucoup. Alors, donc ça passe par les voies rénales, etc. Donc aldostérone et autres. Et au final, ce qu'on va faire chercher à faire, c'est euh, habituer l'organisme à évacuer beaucoup, beaucoup d'eau. Et le truc, c'est qu'il y a un délai entre le moment où tu bois beaucoup et le moment où tu élimines beaucoup. Ouais, Et il y a aussi un autre délai à peu près similaire entre le moment où tu arrêtes de boire et le moment où tu arrêtes d'éliminer. ok. Et on joue surtout sur ce délai-là. Parce que pour éviter de stresser l'organisme, on va augmenter progressivement la quantité d'eau qu'on va ingérer. On va pas passer du jour au lendemain de 1,5 litre à 2 litres à 6 ou 7, tu vois. Oui, Ce serait absurde aussi. Mais le faire progressivement au fur et à mesure des jours. Et c'est pour ça que le protocole dure à peu près une semaine, parce que on augmente les quantités progressivement jusqu'à la veille de la compétition. d'accord. Et du coup, ça, c'est la principale étape, c'est vraiment boire plus pour aider le corps à plus évacuer. Ouais. Imaginons du coup la personne met ça en place. Est-ce que pour certains athlètes, juste cette étape-là, on va dire, ça suffit à avoir des résultats satisfaisants ou est-ce que parfois il faut mettre quelque chose d'autre en place pour aider justement Alors souvent ce procédé-là ne se suffit pas à lui-même. Ok, Même s'il apporte des résultats, mais souvent il ne se suffit pas à lui-même. En général, on coupe l'eau 16 à 18 heures avant la pesée. Parce qu'en fait, le moment clé, c'est pas forcément le moment de monter sur le plateau et lever sa barre, c'est le moment de la pesée. hmm, Et donc, souvent, on coupe l'eau à peu près 16 à 18 heures avant la pesée. Et souvent, ça tombe à peu près sur. S'il y a une pesée à midi, souvent, ça va donner sur quelque chose à 20 heures la veille. Donc, tu vois, tu as la nuit aussi qui te permet de ne pas avoir les sensations de soif ou autres que tu ouais, pourras avoir. Mais donc souvent, ces protocoles-là sont couplés avec une petite manipulation du sodium. Euh, donc souvent, les quelques jours où on commence à boire beaucoup, on va augmenter un petit peu le sodium. Et pareil, 2, 3 jours avant, enfin 2 jours avant, en général, on coupe les apports en sodium pour justement ne plus stocker cette eau dans le même principe un petit peu que ce qu'on expliquait juste avant. On peut jouer aussi, par exemple, sur la quantité de glycogène, ok. puisque le glycogène, ça retient une certaine quantité d'eau. Alors, de mémoire, c'est 2,7 Ouais, c'est grammes environ d'eau 3 par grammes, glycogène. enfin 3 ouais, c'est ça, 3 grammes d'eau pour un gramme de glycogène environ, Voilà, généralement. donc souvent les 3 derniers jours, on essaie de couper les glucides. Alors, avant qu'il y en ait qui partent dans des trucs de fou, couper les glucides, ça ne veut pas dire descendre les calories, ça veut dire qu'on va les remplacer par autre chose. Donc, en général, une petite quantité de protéines et pas mal de lipides. Ouais, Et, mais l'idée, c'est pas de se mettre en déficit calorique. Ce serait là aussi contre-productif pour les mêmes raisons que ce qu'on a évoqué juste avant. Il faut vraiment bien penser que c'est pas juste enlever les glucides, c'est les remplacer par autre chose. Donc, ok. très souvent, ça passe par des lipides. Après, pour ceux qui ont l'habitude de manger beaucoup de glucides, ça peut être assez perturbant Hmm. au départ. Au final, si on gère bien ces choix alimentaires, on peut facilement se retrouver sur des quantités lipidiques assez fortes et du coup pouvoir se séparer d'une certaine quantité de glucides. Je pense par exemple, en général, quand je fais ça, j'essaye de placer mes poissons gras, les avocats, ce genre de choses, à peu près à cette période-là et ça me permet de monter les lipides Hmm. sans forcément me taper des vergules. Tu vois. Ouais, je vois. Et Ne faites pas après il faut se dire aussi que on coupe les glucides, mais tu vois que c'est une période vraiment pas très longue. Faut aussi garder ça en non, tête. voilà. Donc, faut relativiser, tu vois.
Ouais, bien sûr, clairement. Mais concrètement, on bascule un petit peu sur une diète, alors pas forcément cétogène, parce qu'on a toujours une bonne quantité de protéines, Ouais, mais vraiment très 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 faible en glucides, pour essayer de les éliminer et du coup d'éliminer l'eau qui est contenue avec, quoi. d'accord. Et est-ce que parfois ça arrive, parce que là du coup tu as parlé du sodium, après bah, le sodium du coup on va dire il retient l'eau pour vulgariser. Est-ce que des fois ça t'arrive, selon les athlètes, les situations, de jouer aussi sur peut-être le potassium pour justement aider l'excrétion de l'eau ou pas? Alors, je sais que certains le font, moi je l'ai jamais fait encore. Alors j'ai lu quelques petites choses dessus, mais j'ai jamais mis en place. D'accord. Mais, parce que c'est plus complexe en fait Ouais, à gérer. Le sodium, concrètement, c'est sel de table, on en ajoute, on fait monter le sodium, on l'enlève, on le réduit. Enfin, c'est ça. à moins que vous ayez une alimentation très très sodique, mais sinon, c'est une variable qui est simple à manipuler. Alors que le potassium, ça peut être beaucoup plus complexe, Hmm. parce que finalement, on en retrouve par exemple voilà, dans les pommes de terre, dans les fruits, dans ce genre de trucs. Bon, souvent, c'est associé aux glucides. Donc à la rigueur, je pense que le fait de réduire les glucides réduit probablement aussi les quantités de potassium. Je ne l'ai jamais quantifié, mais je pense que c'est le cas. Mais pour ma part, c'est quelque chose que je n'ai jamais encore mis en place. Ok, ok. Bah écoute, bah après, tu vois, je disais aussi peut-être l'idée, entre guillemets, de se supplémenter en magnésium dans certains cas ou des choses comme ça. Je me dis ça pouvait être possible. Après, je pense encore une fois, les résultats sont minimes. Enfin, c'est pas ça qui va faire la grosse différence si on met à côté tout en place. Donc, Ouais, c'est ça, finalement, est-ce que la contrainte, enfin, le ratio contrainte-bénéfice ouais, est c'est si ça. intéressant? Et comme on disait tout à l'heure, ça va aussi dépendre un petit peu de l'athlète, si c'est un débutant, bon, bah, Ouais. ou même quelqu'un qui a genre un an d'expérience. Concrètement, on va pas l'emmerder avec ça. C'est pas le but. Ça, on ira vraiment. On pourrait faire ce genre de choses chez un athlète qui a déjà quelques années d'expérience, qui se maîtrise déjà plus ou moins bien, qui maîtrise aussi les protocoles simples Mm. et, euh, et qui, pour le coup, a un besoin d'être compétitif, qui va viser un titre national ou ce Ouais. genre de choses. Mais bon, concrètement, avant ça, il n'y a pas forcément l'utilité de, de basculer sur ce genre de procédé. Ok. Bah écoute, super intéressant en tout cas. Je pense que là on a pas mal fait le tour déjà de la Cutwater. Et justement, la dernière question que je voulais te poser, c'est une question un peu plus générale, mais je pense que ça peut être grave intéressant. C'est ton top 3 des erreurs qu'il ne faut pas faire avant une compétition. Le top 3 des erreurs qu'il ne faut pas faire avant une compétition pour la cut ou tout Non, paramètre vraiment, confondu. là, ici, on revient sur en général, tu vois. Vraiment en général. Euh, Ne pas tester ses max la veille de la compète, ça peut paraître bête, mais il y en a qui aiment se mettre des barres lourdes très proches de la compète pour se mettre en confiance. Ouais, Euh, Moi, je ne suis pas forcément fan de ce genre de choses. Souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'en début de semaine, parce que souvent les concours, c'est le samedi ou le dimanche, c'est le week-end. ok. Souvent, en début de semaine, j'essaie de faire tester la première barre, donc le premier essai qui va réaliser. Souvent, j'essaie de le faire tester la semaine. Et voilà, ça peut permettre de mettre en confiance sans forcément aller chercher un effort qui est trop grand Hmm. et qui pourrait potentiellement nuire à l'athlète. Et puis, en termes de récupération, etc., c'est pas forcément génial. Ouais, Donc ça, c'est un truc que surtout vu que j'essaie d'éviter. l'alimentation, la dernière semaine, tu avais dit que, par exemple, si on mange beaucoup de glucides, ça perturbe. Le fait déjà qu'on soit un peu perturbé, entre guillemets, juste avant la compétition, le fait Voilà, d'ajouter une fatigue en plus, c'est sûr que oui. c'est ça, on a d'autres préoccupations. Et puis, l'objectif, de toute façon, de cette semaine-là, parce que là, du coup, on a parlé de la partie diète, mais la partie entraînement, elle est modifiée aussi, Hmm. c'est d'éliminer au maximum la fatigue accumulée. Donc, c'est pas le bon moment pour faire ces tests-là. De toute façon, la compétition, clairement, c'est des tests. C'est là qu'on teste ces max, c'est pas avant. Ni après d'ailleurs, parce qu'il y en a des fois aussi, ils le font après parce qu'ils ont été déçus de leur barre, du coup, ils essaient le lendemain ou autre, mais c'est pas le bon moment non plus. Ouais, ok. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est la mauvaise gestion des barres d'entraînement, enfin, oui, de ces barres tout court, que ce soit l'entraînement avant,
pendant la compétition ou même après, c'est c'est quelque chose sur lequel il faut être relativement attentif et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Hmm. Euh, Mieux vaut partir d'une barre qui est un peu plus faible que ce qu'on pense, mais la réussir et pouvoir aller plus haut, Hmm. plutôt que d'être un petit peu trop ambitieux et d'avoir une barre finalement qu'on ne monte aucune fois sur les 3 essais et taper une bulle. Et voilà, là pour la confiance, c'est vraiment pas ouf. Donc, Ouais, c'est sûr. être plutôt conservateur sur plein de choses. Ça, ce serait là, pour moi l'erreur à éviter, c'est de vouloir en faire trop. La D'accord. première erreur à éviter pour moi, ce serait ça, de vouloir en faire trop. Et en deux, je dirais de mal gérer sa nutrition après la pesée. Ok. C'est vrai qu'on a parlé de ce qui se passe avant la pesée, mais Ouais. après, on l'a pas trop abordé. Euh, Ça peut être très délicat parce qu'il y en a souvent qui, bah, du coup, ils ont vachement faim, puisque bah, la pesée, on y va à jeun généralement. Hmm. Alors après, ça dépend aussi. Je sais que il y a eu une des compétitions que j'avais faites euh, où j'avais pas mal de temps de route, etc. avant. Donc j'avais pris, par exemple, je crois que c'était genre 2 œufs au plat, un truc comme ça, avec un fruit, Ouais. juste histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Donc oui, ça me remettait un petit peu de glucides, mais au final, avec les quelques heures à- à être en éveil, etc., bon, les quelques grammes de glucides ont été consommés. Mais souvent, voilà, on se retrouve avec le ventre vide et on a souvent envie de prendre beaucoup de choses. Donc, mieux vaut anticiper, se préparer ce qu'on mange, plutôt que de taper dans le distributeur à côté et d'avoir des trucs qui sont vraiment pas ouf et complexes à digérer. Hmm. Euh, le délai entre la pesée et le début de compétition, généralement, c'est 2 heures. Ok. Donc, en attendant, on a le temps de manger et s'échauffer. Donc, concrètement, si tu as des trucs qui te restent sur l'estomac, c'est pas forcément ouf pour l'échauffement ni Ouais, pour la c'est sûr. compétition. Bah, encore, c'est pas des sports d'endurance, mais même les sports de force, ça impacte aussi. Donc, ouais, faut pas. Surtout que Ouais, 2 heures, ouais, c'est très clairement. peu en vrai. Hein. 2 heures, faut pas manger. Ouais, c'est rapide, hein. C'est rapide, Ouais. hein, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais par exemple, si tu rates ta pesée, tu peux la refaire pendant 1 heure, je crois. Donc au final, ou une demi-heure, je sais plus, mais dans tous les cas, tu perds du temps aussi sur l'après. Ouais, c'est sûr. Donc c'est des choses qui sont clairement complexes à gérer. Et souvent, voilà, on va privilégier plutôt des choses qui sont très digestes, donc assez peu de lipides, des grosses quantités de glucides, puisqu'on a le glycogène qui est assez plat Hmm. à ce moment-là. Un petit peu de protéines pour alimenter un petit peu tout ça, mais par exemple, ouais, en général, les lipides, on va essayer de les minimiser au maximum Oui. pour faciliter la digestion et d'avoir des quantités de glucides. C'est pareil, il faut le tester. On a des lignes directrices, mais chacun y réagit un petit peu différemment. Donc, il y a des gens chez qui ils vont pouvoir comment, manger des grandes, grandes quantités avant la compétition et ne pas être dérangés, comme d'autres, ils auront peut-être un tiers en moins et ils vont être dérangés. Il Ouais. y a, il y a le juste milieu entre la quantité calorique que tu apportes et facilité de digestion qui te permet d'être performant derrière. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc Un ça petit, faut se connaître et faut tester à l'entraînement, quoi. C'est ça. ouais, tester à l'entraînement et puis après, de toute façon, il y a moins de variations quand même là que sur le poids via la cut water. Hmm. Euh, on a des lignes directrices, c'est pareil, on est souvent un petit peu conservateur au début et puis on essaye au fur et à mesure d'augmenter entre guillemets la difficulté et voir jusqu'où on peut aller. Je sais que les premières que j'ai fait, probablement que j'avais pas mangé suffisamment après la pesée et finalement au fur et à mesure j'ai augmenté petit à petit jusqu'à trouver la juste quantité pour le faire. Et puis, quand j'ai des athlètes que je garde sur plusieurs compétitions d'affilée, bah, c'est exactement le même Ouais, c'est principe ça. qu'on utilise. C'est toujours des choses qui sont en général connues par rapport au total calorique de la personne, par rapport à son gabarit, par rapport à plein de trucs. Le, la réhydratation, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne se fait pas au pif, ça se calcule. Il y a des publications qui ont été faites là-dessus, hein. Mais c'est pas juste après la pesée, voilà, on prend sa bouteille 1,5 litre et on s'envoie la bouteille.
c'est bien plus complexe que ça, avec des boissons isotoniques, etc., pour pouvoir réintégrer l'eau rapidement, ce genre de choses. Donc, il y a, il y a toutes ces petites choses-là auxquelles il est important de penser. Et c'est pareil, si on est débutant, souvent, bon, c'est bien de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre Ouais, pour pouvoir un petit peu se décharger psychologiquement, parce qu'on a beaucoup de choses à penser, on a ouais, c'est beaucoup de sûr. sources de stress. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'aller d'aller le faire tout seul. Tu vois. Je pense, tu vois, par exemple, la toute première compétition de force que j'avais fait, Hmm. donc je maîtrisais ces aspects-là parce que je les avais déjà testés avant, mais en plus de ça, moi, j'avais personne pour me coacher, pour faire mes papiers, etc. Enfin, ceux qui concourent en force, en altéro, connaissent ce truc-là. Donc les annonces des barres suivantes et autres. Et du coup, bah, finalement, je me suis retrouvé avec une quantité de sources de stress qui. Bon, j'ai quand même fait une compétition correcte, mais je pense que j'aurais peut-être pu aller chercher un petit peu plus loin sans ces petites choses-là, Ouais, même en le sachant. Il y a des petites choses sur lesquelles j'aurais pu ne pas me concentrer et me concentrer vraiment sur ce que je devais faire. Et, euh, et ça aurait été probablement un petit peu plus simple parce que du coup, quand il n'y a personne qui t'appelle, etc., que tu es toujours obligé de regarder, voir si c'est ton nom qui passe ou autre, préparer les papiers en avance pour pouvoir les donner dans les temps parce que tu as, un délai pour les donner après avoir fait ton essai, etc. Donc, ça, plus la nutrition, plus l'échauffement, plus ci, plus ça, c'est des choses qui, tout cumulé, c'est pas si simple à gérer. ouais, je me doute bien, hein, c'est sûr. Ouais, et je pense, enfin, pour la troisième erreur à pas faire, là, comme ça, je vois pas trop, mais euh, je dirais tout simplement, faut- ça reste un sport, faut pas se prendre la tête. On est là pour kiffer. Si on vient concourir, c'est qu'on aime ça. Donc, il est peu probable que ce soit comment un métier, un gagne-pain. Donc, Ouais, faut des fois poser un peu le cerveau et se faire plaisir sur le moment. Parce que c'est quand même l'objectif du sport. c'est ça. Ne pas être. Ouais, c'est un petit peu. En gros, ce que tu veux dire là, c'est ne pas être dans la suroptimisation qui vient du coup gâcher le total plaisir qu'on a pendant la Ouais, compétition, quoi. exactement. Exactement, exactement. Ça peut venir après, mais dans un premier temps, faut surtout kiffer ce qu'on fait et ne pas trop se prendre la tête. Ouais, ok. Donc en fait, pour récapituler, du coup, les trois erreurs, c'est. La première, c'est ne pas faire le malin à faire ses max la semaine de la compétition. La deuxième, C'est ça. c'est ne pas partir en vrille après la pesée concernant l'alimentation, en gros, c'est un petit peu ça. Et Ouais, puis c'est la ça. troisième, c'est ne pas être, on va dire, super super sérieux et ne pas du tout prendre de plaisir pendant ces compétitions. Exactement. Ouais, en vrai, tu as très très bien résumé les trois points. Ok. Je sais pas si tu avais peut-être une petite remarque, un petit point que tu voulais rajouter pour terminer ou pas. Non, non, je pense qu'on a fait le tour du sujet que tu voulais aborder, donc pour moi, c'est good. Ok, bah écoute, je mettrai du coup tes réseaux en description, tous les liens, etc. Et puis bah du coup, je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions. Bah, je t'en prie, écoute, et puis si jamais en description, tu veux mettre aussi peut-être des liens d'articles ou autres qui, Ouais. qui peuvent éventuellement soit éclaircir, soit voilà, apporter des données ou autres Hmm. Ouais, je les sur les mettrai, ouais. différents sujets. Si tu me demanderas, je t'enverrai tout ça, il n'y a pas de problème. Ça marche. Bah écoute, je te remercie Marius pour ton intervention. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à du coup retrouver Marius, ce qu'il présente sur les réseaux, etc. Si ça vous intéresse, du coup, tout ce qui est sport de force, préparation physique. Et puis on se dit à du coup à la prochaine. Allez, salut! Salut!